Nous sommes en train d'assister à un déclin de l'Europe et du rôle de l'Europe. Pas de dynamisme, pas de rôle compréhensible. The European Way, le modèle européen, qui était un modèle, comment dire, de correction du marché, du rôle de l'État, du rôle des services publics, disons, l'Europe sociale, l'Europe du welfare, et l'Europe même, elle est en train de démanteler son propre modèle, son propre European Way, et de s'aligner chaque jour le plus sur les modèles globaux, disons, qui est le modèle américain traditionnel. La droite n'a jamais cru en modèle European Way, la gauche, une grande partie de la gauche, celle qui est au gouvernement en général, elle a abandonné elle-même ce modèle, et voilà. Et donc on est là que l'Europe ne sait pas exactement, on ne sait pas exactement ce qu'elle peut signifier. Pourquoi l'Europe? Qu'est-ce que cela signifie, cette communauté européenne? Comme vous savez, en 1957, quand on a fait le premier traité de l'Europe, les mots culture n'ont même pas été inscrits dans les traités. Les mots culture apparaissent dans les traités seulement avec Maastricht. Et voilà, et la culture même, elle est devenue compétence communautaire seulement en tant que marchandise, comme service commercial. Jean Monnet, dans les derniers jours de sa vie, avait dit si je devais recommencer à bâtir l'Europe, je recommencerai par la culture. Et la difficulté qu'on trouve à rendre l'Union européenne un sujet politique en sens plein, capable de prendre des décisions politiques, et vous le voyez chaque jour, quel problème qui se pose, ça dépend aussi de ça. Hobsbawm, l'historien bien connu, il a raison de dire, puisque cette identité collective, cette opinion publique commune n'existe pas, elle est tellement fragile, c'est très difficile de donner légitimité aux décisions politiques de l'Union européenne. Nous tous, si nous sommes de gauche et il y a un gouvernement de droite dans notre pays, nous acceptons quand même, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, la légitimité des décisions qui est prise par un gouvernement qui a gagné les élections. Mais au niveau européen, si une décision est prise par un commissaire français, les Italiens disent et n'entendent pas comme leur décision, et vice-versa, les uns et les autres. Et ça dépend d'abord de cette fragilité. C'est vrai que définir une identité culturelle européenne commune n'est pas facile. Tous les intellectuels européens ont cherché de dire qu'est-ce que c'est cette identité culture commune, qu'est-ce que nous avons en commun. Personne n'y a réussi. Ce que nous avons en commun entre Européens, c'est la culture américaine. Cela, nous la connaissons tous. Beaucoup plus de la culture de nos voisins. Et bon, nous regardons les marchés audiovisuels européens, pour les 70-75%, il est couvert par la production hollywoodienne. Et alors, qu'est-ce que c'est? On continue à dire il y a les cultures européennes, toujours au pluriel, jamais au singulier, ce serait une chose qu'on ne peut pas dire. Mais voilà, c'est bien, mais il faut bien avoir quelque chose en commun. Alors, voilà, c'est difficile de construire un sujet, un sens d'appartenance, une citoyenneté européenne, c'est difficile. Mais il est vrai, et la Cour allemande a dit, qu'en Europe manquent les instruments de médiation entre société et État sur lesquels se base la démocratie. Nous n'avons pas de parti européen. C'est vrai qu'on a un parti socialiste européen, un parti populaire européen, etc. Mais vous savez très bien que ces partis sont très souvent des partis sur la carte. C'est-à-dire,
On les appelle partis européens, mais chacun fait ce qu'il veut et d'une façon très contradictoire la plupart du temps. Dans 50 ans de vie européenne, on n'a pas réussi à faire une télévision commune. Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas une opinion publique commune européenne. Chacun a ses fonds, ses sources d'information, ses raisonnements, ses jugements qui sont tout à fait différents. Et ça produit le déficit de démocratie de l'Europe, car chaque commissaire répond à sa propre opinion publique. Sur le cinéma et l'audiovisuel, c'est vrai, les institutions européennes se sont battues, ont fait beaucoup de choses, surtout à partir des années 80. Et c'est à ce moment qu'il y a eu des cris d'alarme, la déclaration de Delphes, le rapport Vasconcelos qui a fait un peu l'état des choses et qui était un rapport dramatique, qu'on a commencé à faire des conférences européennes sur l'audiovisuel, et voilà, et qu'on a finalement produit les premiers instruments des soutiens du cinéma et de l'audiovisuel européen. La directive Télévision sans frontières, les programmes médias et d'autres. Un film, ça c'était les slogans, un film ce n'est pas un fax ou un coup de téléphone, c'est autre chose, donc on ne peut pas les soumettre à ces choses, c'est un film, c'est porteur des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs économiques, il est porteur de mémoire, des fantaisies, des valeurs, des conduites, des histoires d'un peuple. Les États-Unis ont un très grand avantage, ils ont un grand marché domestique, monolinguistique. À Marrakech, les Européens sont, où le Uruguay Round s'est terminé, les Européens ont réussi à avoir l'exception culturelle. Et Mitterrand, à l'époque, président de la France, il m'a répondu avec des mots très très graves. Il a dit qu'il s'agit, la libéralisation des services audiovisuels signifie le génocide de la culture européenne. Et les mots de Mitterrand, c'était ce qui est en jeu est l'identité culturelle de nos nations, les droits de chaque peuple à sa propre culture. Une société qui abandonne à d'autres ses moyens d'autoreprésentation est une société asservie. Parce que quand les sonores arrivent, l'Europe découvre sa faiblesse. Chacun parle une autre langue. Et voilà que la production à grande échelle n'est plus déjà possible.